Aujourd'hui, direction Nara, l'incontournable ville près d'Osaka, qui fut une ancienne capitale du Japon entre 710 et 784. Nous allons y faire un grand tour à pied autour du parc pour y voir les monuments emblématiques mais aussi ses habitants. Nous remontons la route vers la partie de l'ancienne capitale et dès les premiers mètres, vous voyez les fameux habitants de Nara. Non pas les Japonais, mais les cerfs que l'on appellera Shika. Oui, oui, ce ne sont pas des daims. Ils en ont la même couleur de robe, la même taille, mais ce sont bien des cerfs. Regardez comme ils ont l'air si mignons. À venir vous dire bonjour avec leur bouille si inoffensive. Mais attention, ne vous y trompez surtout pas. Vous allez croiser ce panneau, à un moment donné, vous indiquant qu'il faut quand même faire bien attention à ne pas vous faire mordre, bousculer, mordiller, car certains peuvent être de véritables quémandeurs insistants. Mais que veulent-ils? Des caresses? Eh bien non, bien sûr, de la nourriture. Et bien entendu, nous allons nous prêter au jeu autorisé ici, contrairement à Miyajima, de donner des senbei, des galettes de riz traditionnelles que vous pouvez acheter partout. Mais une fois ceci en votre possession, vous êtes devenu une proie, et les hordes de cerfs, à l'affût, vont vous le faire comprendre très rapidement. Ils sont les rois des lieux, et les galettes seront pour eux où que vous les cachiez sur vous. Non, 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 non. Stop, stop. Dépêche-toi de les distribuer, hein. Tiens, derrière toi. Derrière toi. Derrière toi. Non, mais ça en devient agressif, c'est pour ça que je me fais en donner. Arrête de bouger. Bouge pas, bouge pas. Parce que les coups de corne, en plus, ça fait mal. Là, moi, j'ai rien, c'est un téléphone. Je regarde, c'est un téléphone. J'ai vu jeune. Non, je n'ai plus rien. Non, non, non. Et attention, ces cerfs sont protégés, interdiction de leur faire du mal. Ils étaient même considérés comme divins jusqu'à leur classement en trésor naturel en 1957, et la peine de mort était même appliquée dans l'ancien temps si on s'en prenait à eux. Arrivé au bout de la grande rue et à l'orée du parc, vous prendrez à gauche, puis à droite, direction les jardins Yoshikien et Isuien, qui malheureusement étaient fermés ce jour-là, et je crois que l'un d'eux peut être traversé pour aller vers la porte Nandaimon, vers laquelle nous nous dirigeons en contournant les jardins et en se tournant au bout du chemin vers notre droite. Et donc en se retournant vers la droite, on voit cette Nandaimon, qui est la grande porte du sud du complexe Todaiji, qui ne paye pas de mine comme ça, puisque bon, si vous la regardez bien, elle est vraiment délavée, elle n'a pas été restaurée depuis quelque temps je pense. Mais quand on se rapproche et qu'on voit à l'intérieur ces deux majestueux Nioho de plus de 8 mètres de haut, construits à l'aide de l'assemblage de sculptures de plus de 3000 pièces en cyprès du Japon, et qui datent du début du XIIIe siècle quand même, on sent le poids des ans qui vous contemplent. Mais ce n'est rien en comparaison de ce qui nous attend, car en se retournant maintenant vers la gauche, et en marchant vers le temple Todaiji, on devine déjà le toit au-delà de la porte intérieure rouge. Mais en fait, ce que l'on voit, ce n'est pas à proprement parler le Todaiji, qui est l'ensemble du complexe, mais bien l'édifice, appelé le Daimotsuden, qui abrite la précieuse relique, le Grand Bouddha. Et là, c'est vraiment le choc. Il faut le vivre pour le croire, car sur les photos, la grandeur du lieu transparaît beaucoup moins qu'en vrai, même si vous pouvez avoir une petite idée en regardant la taille des hommes et des femmes qui s'y dirigent. Il s'agit ni plus ni moins que de la plus grande structure en bois encore existante au monde. Le bâtiment que vous voyez a été reconstruit en 1709 après des incendies et mesure à sa base 57 mètres sur 50 mètres pour 48 mètres de haut, et il était encore 30% plus grand avant sa reconstruction.
Et quand vous êtes à ses pieds, vous vous sentez tout petit, surtout quand vous savez que les experts estiment qu'environ 800 000 forgerons et charpentiers ont concouru à sa construction. Et une fois passé la grande jarre à encens, vous apercevez une grande masse sombre derrière ces grands auvents ouverts, la statue du Bouddha Vairocana, de 18 mètres de haut et 250 tonnes. Celui qui répand la lumière en tous sens, assimilé au Japon à la déesse du soleil Amaterasu par la secte bouddhique Shingon. Ce Bouddha date de la reconstruction du Todaiji, l'original, lui, ayant été fait au début du 8e siècle, mais subsiste quand même des pétales de la fleur de lotus sur laquelle il était assis et qui sont devant vous. À côté de ce grand Bouddha en bronze de 18 mètres de haut se trouvent 2 Bouddhas plus petits, en or, mais qui font quand même forte impression quand on voit la perspective sur les photos. Au-delà, à gauche et à droite du bâtiment, donc du Daibutsu-den, il y a les 2 grands gardiens, qui sont comme un peu les Nioh qu'on a vus sur la Nandaimon, et qui sont bien entendu tout en bois. Et dans la partie est du temple se trouve un grand pilier en bois troué, où la légende dit que ceux qui arrivent à s'y faufiler sont censés y trouver l'éveil comme Bouddha, mais autant vous dire que c'est quasi impossible pour des adultes qui ne soient pas petits et fins, comme le sont quand même les Japonais, donc ce n'était pas vraiment fait pour nous. La fin de la visite vous montrera une miniature du Todaiji avec le Daibutsu-den flanqué de ces 2 pagodes, et vous pourrez, si vous faites un don, laisser vos prénoms sur des tuiles qui seront utilisées pour changer celles usagées du toit avant qu'elles ne soient repeintes, mais vous y laisserez quand même un petit bout de vous-même, et ça c'est vraiment très sympathique. Nous ressortons du Daibutsu-den, croisant cette lanterne octogonale datant du 8e siècle, décorée de lions et de musiciens célestes, et compte tenu du temps passé ici, nous avons modifié notre parcours. Nous ne sommes pas allés voir les temples annexes Nigatsudo et Sangatsu, ni même descendus vers le Kasuga Taisha, cela sera sûrement pour un prochain voyage. Nous sommes repassés par le centre du parc, croisant encore une fois de belles plaques d'égout, surtout quand elles sont colorées, et croisant également nos chapardeurs préférés qui savent très bien venir se faire prier jusque dans les magasins, ou prenant le temps de faire trempette, de prendre le frais avec les pattes dans l'eau pour se rafraîchir en cette chaude journée d'été. Nous arrivons ensuite, après avoir passé l'Ichi no Torii, vers le secteur de la grande pagode à 5 étages du temple Kōfukuji, qui date quand même du 7e siècle, même si les bâtiments, eux, peuvent être un peu plus récents, que ce Chu Kondoro, qui n'avait qu'1 an lors de notre venue, qui avait donc été entièrement refait en 2018. Mais quand vous voyez celui-ci, le Toho Kondoro, lui, il date de 1415 et il est classé comme trésor national, avec en fond donc la fameuse pagode qui fait 50 mètres de haut, la Gojo no Toho, qui a été reconstruite à la même époque en 1416. Et pour finir, ce pavillon bien repeint, le Hokwendo, qui lui date de 1240. Nous nous sommes dirigés ensuite vers le quartier traditionnel Naramachi, jouxtant un petit étang. Alors nous avons un peu déambulé tranquillement, nous y avons mangé, et pour être honnête aujourd'hui dans un fast-food, donc pas d'image, et nous sommes ensuite remontés vers la gare pour nous arrêter devant la boutique la plus connue de Nara, je pense, Nakata Idō, le OU se lit OO, qui fabrique du mochi traditionnel, qui est donc la pâte de riz gluant, avec de l'armoise pour la couleur verte, la purée de haricots anko à l'intérieur, et roulée dans la farine de soja torréfiée. Ils sont surtout réputés pour leur fabrication très rapide et donc spectaculaire pour le public. Et aujourd'hui, il y avait une actrice connue qui était présente, ne nous demandez pas laquelle. Nous laissons avec une petite vidéo qui va vous montrer leur habilité à faire ce mochi.
3分後にもう一回言います。はい。 なんかフラフラしてません？ちょっと体に力入れてね。はい。はい、真ん中にね。はいよ。いよいよ。いよいよ。はい。はい。はい。はい。いいよ。はい。はいよ。はい。はい。いよいよ。よいしょ。 Puis nous reprenons le train pour la gare de Namba et le quartier très connu d'Osaka de Dotonbori que nous avions prévu de faire de nuit le premier jour et que nous avons reporté à cet après-midi. Très connu car ultra commerçant, très animé et bien entendu aussi à cause de son canal au long duquel ce jour-là nous avons pu déguster une glace par exemple tout en assistant à un mini-concert de groupe d'idoles japonaises ou aller dans cette improbable grande roue mais qui n'a pas la forme d'une roue, vous en conviendrez. Ça c'est clair que si on vient à Osaka sans voir de Dotonbori, rien à faire. Là on va aller là-bas, il y a le Glico là. Nico? Ah oui, il y a Glico. C'est pas Glico? Nous avons déambulé dans ce quartier très vivant, avec toutes ses devantures colorées et ses restaurants avec de grandes maquettes sur leurs devantures, comme ce joli crabe rouge, ou cet énorme bol de gyudon, les lamelles de bœuf avec oignons sur lit de riz, ou bien entendu encore les takoyaki, les boulettes de poulpe japonaises. Puis nous sommes retournés à notre hôtel pour faire le takyubin pour nos bagages, et sommes sortis manger et passer la soirée dans l'autre quartier vivant d'Osaka, autour de notre hôtel qui est celui d'Umeda, avec de grands magasins comme celui où nous allons, le Ep5, qui a une particularité assez étonnante. Regardez, est-ce que vous voyez? Attendez, regardez mieux sur celle-là. Ou peut-être avec cet autre angle. Et oui, il possède une vraie grande roue sur son toit, et vous êtes accueillis à l'intérieur par ces grands cachalots rouges. Après, j'avoue, je ne sais pas si cela a une signification particulière, mais ils sont très jolis. Et nous allons vous emmener avec nous dans cette grande roue. Alors ce n'est pas la plus grande roue du monde, même si elle mesure 75 mètres de haut à elle seule, et culmine à 106 mètres avec l'immeuble sur lequel elle se trouve, ce qui la classerait à la 22e place mondiale, mais elle doit sans doute être la plus unique, car la quasi seule se trouvant sur le toit d'un immeuble, et la vue y est époustouflante sur ce quartier d'Osaka illuminé en cette fin de soirée.
Un petit tour dans le centre commercial pour une petite douceur glacée. Puis nous sommes allés dans un grand centre de jeux en tout genre, bien plus important que celui que nous avions vu à Kanazawa, avec comme à l'accoutumée de nombreux UFO catchers à l'entrée, ces jeux à pince où vous pourrez gagner ici vraiment tout et n'importe quoi, et notamment, comme vous pouvez le voir, toutes ces friandises. Puis dans les étages, il y a des jeux vidéo, des jeux d'arcade, des jeux d'adresse, des jeux dont l'excentricité de certaines machines n'a d'égal que la dextérité des Japonais y jouant, et qui est parfois impressionnante. C'était notre dernière journée à Osaka, avant de demain revenir sur Tokyo, pour la fin de notre périple au Japon, et je vous laisse en compagnie de ces légèrement bruyantes minutes passées dans cet environnement gaming dont les Japonais ont le secret.